Bon les gars, il y a un truc qui me gêne honnêtement dans la manière dont on parle du début de saison de l'OL, et j'avais envie de vous en parler un peu. C'est que je trouve qu'on confond le mieux sportif avec la vraie sortie de crise. Bon, il y a un truc complètement logique là-dedans, hein, parce que forcément avec l'été qu'on a vécu, entre l'ADNCG, entre la vente des cadres, l'incertitude totale sur l'avenir du club, bon bah forcément, dès qu'il y a la moindre éclaircie, on a tendance à prendre ça pour du bonus et à profiter. Puis en plus, l'équipe elle joue bien, les résultats ils sont là. Donc voilà, c'est sûr qu'on profite et ça, c'est quelque chose de complètement logique, hein. Mais je trouve qu'on a quand même tendance un peu trop rapidement à mettre sous le tapis le fait que l'OL il joue très gros cette saison. En fait, il y a des vrais enjeux financiers et du coup, il y a forcément des vrais enjeux sportifs. Et donc, va pas falloir sous-performer cette saison, hein, parce que le risque, c'est en fait de s'enfoncer à nouveau encore plus profondément dans la crise. Et donc, en fait, les enjeux, ils sont quasiment aussi importants qu'en juillet dernier, hein. Même si forcément la situation elle est un peu moins tendue parce que déjà il y a la saison qui a repris, il y a les matchs qu'on peut analyser, qu'on peut regarder, il y a en plus des belles prestations. Donc voilà, on est un peu moins dans le rouge par rapport au passage devant la DNCG, mais en fait les enjeux ils en restent pas moins importants, hein. En fait la vraie mission maintenant c'est de réussir à transformer ce mieux-là qu'on voit actuellement en une vraie stabilité sur la durée, et ça c'est un combat qui va durer plusieurs saisons, 4 exactement, je vous expliquerai pourquoi après. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête parce que ça change aussi la manière dont tu vas analyser l'équipe cette année. Et je trouve que ce point-là, en ce moment, on l'a un peu mis de côté. Bon, salut l'équipe, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on fait un petit point d'étape bilan de la première partie de saison de l'OL et surtout des enjeux qu'il va falloir prendre en compte sur les mois à venir, aussi bien financièrement que sportivement. Bon, on va pas tergiverser plus longtemps, alors installez-vous confortablement encore du foot et puis on y va. Bon, déjà, avant d'attaquer ce qui me dérange, on va commencer par faire un premier bilan de cette première partie de saison. Et honnêtement, il y a des choses à dire, hein, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, et surtout beaucoup de choses positives qu'on n'attendait pas forcément. Honnêtement, je me projetais pas aussi bien sur des résultats pareils, et sur surtout un style de jeu aussi développé. Bon, en juillet dernier, on s'en rappelle tous, hein, évidemment, c'était quand même bien la galère. On était en Ligue 2, on était quasi sur le point de disparaître, hein, globalement. Voilà, on partait vraiment de loin, c'est sûr. Mais ce qui s'est révélé sur les mois d'après, honnêtement, entre la gestion du club, la gestion financière, mais la gestion aussi stratégique et économique qui a été faite par Michael Gerlinger, par Michel Kang, par Mathieu Louis-Jean pour la cellule de recrutement, honnêtement, c'est assez incroyable parce qu'ils ont fait un travail monstrueux. Le recrutement qu'on a fait cet été, moi, honnêtement, il me bluffe. Il me bluffe parce que, bon, oui, il y a du bon et du moins bon, ça c'est comme dans tout mercato, hein, t'as des recrues qui surperforment, t'as des recrues qui sous-performent, t'en as, bon voilà, tu vas finir par te dire à la fin que, voilà, c'était pas une bonne pioche, d'autres que c'était une recrue parfaite, ça c'est comme d'habitude, hein. Mais surtout, ce qui m'intéresse, moi, c'est la stratégie du recrutement, la manière dont ça a été fait dans un contexte où tu étais ultra fliqué financièrement, tu pouvais pas faire n'importe quoi, et tu es allé cibler quand même des recrues super intéressantes à moindre coût, et surtout, super intéressant, qui rentraient dans le plan de jeu de Fonseca et qui étaient entièrement validés par Fonseca. Et voilà, on le voit, bon, c'est sûr que clairement, tu as quelques pépites, hein. Morton, c'est celui qui sort le plus du lot, et je pense que ça va être une super affaire sportive et financière, donc voilà, ça là-dessus, grand coup de chapeau. Mais surtout, tu as d'autres recrues qui s'intègrent parfaitement dans ce que veut faire Fonseca. Et c'est ça que je trouve intéressant. Voilà, quand on voit un Karabekh, bon, c'est pas très cher, donc de toute façon, t'as pas grand-chose à perdre. Mais tu vois que, oui, il apporte pas de la profondeur, de la percussion, c'est pas un profil comme ça. Par contre, tactiquement, il est hyper intéressant, il a une belle patte gauche, il permet d'étirer aussi le bloc, il permet de faire ce que Fonseca veut faire, c'est-à-dire voilà, son système très visuel, là où on voit très souvent les relances à 3 en défense, le carré au milieu, et puis les joueurs sur les côtés qui fonctionnent en doublette, avec un joueur qui va prendre vraiment l'extérieur et qui va coller la ligne, et un joueur qui va prendre le demi-espace à chaque fois côté gauche ou côté droit. Donc voilà, ça, ce type de profil-là, il est super intéressant pour ça. Et en plus, on a quelques jeunes qui peuvent un peu tirer leur épingle du jeu, comme Calis Mera, comme De Carvalho qu'on a vu un petit peu, comme d'autres, on espère voir un peu plus tard. Mais voilà, ça, ce recrutement-là, je trouve que c'est hyper malin parce qu'en fait, tu as essayé vraiment de trouver des recrues à moindre coût qui rentrent parfaitement dans ton plan de jeu. Et puis surtout, tu t'es aligné parfaitement avec le coach et tu vois que ça se ressent sur le terrain, quoi. Et ça, l'équipe, depuis le début de saison, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, parce que tactiquement, c'est vraiment très très bien huilé. Ça respecte énormément les consignes du coach. Et surtout, comparé à d'autres saisons précédentes où tu voyais oui, une très bonne qualité technique au-dessus de ce que tu peux avoir aujourd'hui, plus de créativité offensive, plus d'action, mais aussi
plus de bordel en défense et plus de désorganisation, bah là tu vois que globalement tactiquement c'est une équipe qui est beaucoup plus forte, même si au niveau de la profondeur et au niveau de la qualité c'est moins fort. C'est une équipe qui est beaucoup plus travaillée dans son style. Et donc, du coup, je trouve qu'elle est quand même assez intéressante à regarder jouer et assez relou à jouer pour l'adversaire aussi. Et bon, du coup, avec tout ça, bon, le début de saison, clairement, il est réussi. T'as fait des résultats de ouf, hein, parce que voilà, 2 sur 2 en Ligue Europa, c'est un super début. En Ligue 1, bon, t'as pas fait un début pareil depuis je sais pas combien d'années, mais vraiment, c'est monstrueux. Et bon, globalement, t'as eu un petit arrêt là avec Toulouse, mais je trouve que Toulouse te permet aussi de grandir parce que ça montre aussi toutes nos limites en termes de profondeur de banc, forcément, parce que tu vois quand il y a des remplacements, globalement, tu commences à pêcher un petit peu en termes de niveau athlétique et de physique, parce que on a vu que l'équipe a commencé à fatiguer aussi souvent sur la dernière demi-heure. Et ça, c'est assez logique en fait quand tu vois le style de jeu qu'affiche l'OL, parce que en fait, ce qu'il y a, c'est que l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, c'est la deuxième équipe d'Europe qui parcourt le plus de kilomètres sans la balle. Donc pour se replacer défensivement, pour récupérer le ballon, pour faire le pressing, etc. Il parcourt presque 15 km par match dans ces phases-là. Et ça, il n'y a que le PSG aujourd'hui qui fait mieux, qui fait plus en tout cas. Je ne sais pas si c'est mieux, mais enfin voilà, qui fait plus. C'est logique parce que voilà, le style de jeu du PSG, c'est exactement ça. Mais le PSG, ils n'ont pas la même profondeur de banc. Ils ont 2 voire 3 équipes. Alors que l'OL aujourd'hui, il joue avec 18 joueurs. Donc voilà, forcément, ça va poser un problème à un moment. On l'a vu forcément sur des matchs comme Rennes où sur la fin, on craque. Bon, on est à 10 contre 11, mais on craque aussi physiquement et peut-être un peu mentalement. On l'a vu contre Toulouse, où clairement c'était exactement ça, et là cette fois c'était à 11 contre 11. Et on l'a vu sur pas mal de fins de match, même si on a réussi à tenir le score, que on allait avoir ces problèmes-là. Et sur toute la saison, je pense que globalement, on fera peut-être pas des séries aussi importantes que ce qu'on a pu faire sur le début de saison si on continue comme ça. Donc va falloir suivre un peu de ça de près et voir comment on peut s'adapter à tout ça. Parce que c'est sûr que c'est un peu la clé de la saison, je pense. Dans la mesure où sur le reste, l'effectif est plutôt armé. Il n'y a pas de profondeur de banc pour jouer les 2 tableaux entre la Ligue Europa et la Ligue 1 sur la durée. Mais en tout cas, plutôt armé pour, je pense, jouer à minima la 6e position, quoi. Et là, les objectifs en Ligue 1 et en Ligue Europa, ils vont être déterminants, hein, parce qu'en fait, on a déjà des très gros enjeux, parce qu'on a signé un accord avec l'UEFA qui est très clair et qui est annoncé en détail depuis juillet dernier. Hein. C'est qu'on a un accompagnement sur 4 ans, avec forcément un accompagnement, une réduction de la masse salariale et un accompagnement très strict là sur cette année. Sur l'an prochain, par exemple, on connaît déjà les objectifs. Hein. L'objectif, c'est 5 millions de déficit. Donc 5 millions de déficit, faut réaliser. Hein. Là, chaque année, on avait à peu près 100 millions de pertes, donc fallait combler. Là, si on est toujours sur le même train de vie, bon, ce qui va pas être le cas parce qu'on essaye de réduire, 5 millions de déficit, c'est un objectif vraiment monstrueux. Ça veut dire que là, clairement, le serrage de ceinture, c'est pas du tout fini. Et même, ça risque de s'accentuer un petit peu, on ne sait pas. Donc là, vraiment, faut pas se dire que c'est cette saison un peu que du bonus, on va essayer de survivre, etc. Parce que non, faut aller chercher des places qualificatives en Coupe d'Europe et il faut aller le plus loin possible en Ligue Europa, c'est super important. Là, sur le plan sur 4 ans qui a été proposé par l'UEFA. Donc cette année, bon, on est en plein dedans. L'an prochain, 5 millions de déficit d'objectifs. Dans 2 ans, on doit être à 0. Donc là, vraiment 0 perte. Et dernière année qui va être en fait la saison 2028-2029, là on devra vraiment être à l'équilibre, voire dégager une légère marge. Donc vraiment le plan il est ultra serré et du coup ça veut dire qu'il faut que tu atteignes des objectifs sportifs qui sont très très élevés. La qualification en Ligue Europa via le top 6 en Ligue 1, ça risque de même peut-être pas être assez. Donc ça serait qualification en Ligue des Champions. Mais la qualification en Ligue des Champions, bon, tu as le PSG qui prend la première place. Je vois pas comment l'OM peut pas prendre la 2e place au vu de leur profondeur de banc, au vu de leur effectif, au vu de leur qualité. Et derrière, c'est chaud. Hein. Monaco, ils font pas un super début de saison, mais globalement, ils ont quand même la qualité pour être devant l'OL, normalement. Lille, Lille c'est pareil, hein. On a beau les avoir battus, c'est quand même assez costaud. Derrière Strasbourg, franchement, avec leur profondeur de banc, ils ont quasiment 2 équipes, ils ont l'appui de Chelsea, ils ont des moyens qu'il y a très peu de clubs en Ligue 1 qui peuvent avoir. Ça fait que déjà là, pour un top 3 ou voire un top 4, c'est déjà assez serré. Hein. C'est déjà assez serré, donc voilà, là ça va être très compliqué. Après, si tu accroches à minima la Ligue Europa, ce qui est l'objectif annoncé en début de saison par l'OL, c'est-à-dire faire la même chose que l'année d'avant, bon, c'est déjà ça, mais ça risque de pas être suffisant.
Donc, il faut trouver des revenus ailleurs. Donc, ça veut dire, Ligue Europa, il faut aller le plus loin possible pour avoir forcément des recettes. Et encore, on a quand même 12,5 millions d'amendes auprès de l'UEFA à purger via la Ligue Europa. Ça veut dire que les 12,5 premiers millions que tu vas récupérer des recettes de la compétition, c'est pas dans ta poche. Et ça, pour atteindre les 12,5 millions, globalement, ça voudrait dire faire comme l'an dernier. Ça voudrait dire arriver en quart de finale. Parce que à partir des huitièmes, tu vas être encore un peu en dessous de ça. Donc voilà, ça veut dire que là, atteindre les quarts de finale de Ligue Europa, ça va être quand même assez déterminant. Surtout que l'OL peut pas rembourser comme ça l'amende des 12,5 millions auprès de l'UEFA. C'est directement prélevé sur les recettes de la compétition. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune rentrée d'argent pour l'OL jusqu'au quart de finale de Ligue Europa. Alors bon, après, si l'OL va beaucoup plus loin cette année, ça sera du bonus évidemment. Mais sinon, ça veut dire que globalement, il n'y aura pas de rentrée via les Coupes d'Europe pour l'OL. Donc ça veut dire qu'il faut les trouver ailleurs. Surtout qu'en plus, il y a peut-être aussi un autre problème. C'est qu'en ce moment, il y a toutes les analyses de comptes qui sont faites entre Botafogo, entre l'OL et entre Eagle pour essayer de comprendre un peu le micmac, qui doit quoi à qui, etc. Et que, a priori là-dessus, en tout cas c'est ce qu'a annoncé Textor, évidemment, on ne le croit pas sur parole, mais pour le moment, il se pourrait que l'OL et Eagle doivent 60 millions à Botafogo, parce que Eagle et l'OL devraient 160 millions et Botafogo devrait 92 millions à l'OL. Donc si on fait les comptes, il y aurait à peu près 60 millions qu'il faudrait sortir. Bon, ça reste encore à vérifier, mais si c'est le cas, ça veut dire encore des dépenses à essayer de combler. Et donc ça veut dire que les objectifs sportifs, quand bien même tu te qualifierais en Ligue des Champions et que tu irais loin en Ligue Europa, ça suffirait peut-être pas. Et donc là-dessus, il faut compter du coup sur la valorisation des joueurs. Et ça, sur les joueurs que tu as recrutés cet été, il n'y en a pas non plus tant que ça qui peuvent vraiment péter en termes de valorisation. Morton, il peut prendre vraiment de la valeur, mais de là à ce qu'il vale 40, 50 millions, peut-être en une saison, ça va être un peu compliqué. Et puis surtout, tu vas devoir compter sur lui sportivement sur peut-être un peu plus qu'une saison. Après, tu as des joueurs comme Fofana. Lui, c'est vraiment clairement la clé. Parce que t'espérais pouvoir le vendre à 60, 50 millions là, l'été dernier. Là, pour le moment, il n'y est pas. Il est valorisé à 30 millions, ce qui est déjà le double de quand on l'a acheté, mais c'est pas suffisant. Et surtout, il peut valoir plus. Et là, sur le début de saison qu'il fait, clairement, ça marche pas du tout, parce qu'il fait pas un très bon début de saison. Donc, ça monte pas trop là-dessus. Et après, tu as des joueurs comme Mangala, comme Nuama, qui quand même avaient des grosses valeurs avant. Est-ce qu'ils peuvent retrouver une valeur intéressante au retour de croisée? C'est pas dit, parce que retour de croisée, on sait ce que c'est. C'est toujours plein d'incertitudes et tu retrouves pas forcément ton niveau, etc. Et un joueur comme Nuama qui vraiment pouvait exploser en termes de valeur avec sa percussion, sa profondeur, etc. C'est quand même un profil super intéressant. Qui retrouve un 25-30 millions, on sait pas trop. Donc voilà. Donc ça là-dessus, ça veut dire que tes joueurs que tu as recrutés, il va falloir essayer de les valoriser d'une manière ou d'une autre en faisant des grosses performances en Coupe d'Europe, en faisant des grosses performances sur les gros matchs, donc OM, PSG, des trucs un peu comme ça. Et puis, il va falloir compter sur tes jeunes. Ça, c'est l'autre arme de ton effectif. Ça va être de pouvoir sortir des jeunes de ton centre de formation ou des jeunes que tu as recrutés comme Moreira. Donc là, les Calis Mera, les De Carvalho, du coup les Moreira, j'en ai parlé, même les Théo Barisic, les Gomez Rodriguez, Molébé, là vraiment, va falloir les montrer cette saison. T'as pas le choix en fait. Fonseca a dit qu'il comptait sur les jeunes quand même pour la saison et qu'ils allaient avoir du temps de jeu. Pour le moment, à part Mera et De Carvalho, c'est pas vraiment le cas honnêtement. Donc va falloir trouver un moyen de les montrer. Et ça là-dessus, va falloir aussi trouver un moyen de les valoriser et qu'ils prennent de la valeur parce qu'en fait, par rapport à tes enjeux financiers, ça risque d'être des joueurs que tu vas encore vendre rapidement. Ça me saoule un peu, mais la situation est comme ça. Donc ça là-dessus, en fait, faut pas se faire d'illusions. Les choses vont devoir être faites. Tu vas devoir rentrer dans les clous de ce que tu as signé avec l'UEFA. Et il n'y a pas 36 options parce que tu peux pas remettre au pot, comme l'UEFA a précisé, les actionnaires peuvent pas remettre au pot pour faire des injections pour vraiment atteindre ces objectifs-là. Là, c'est des objectifs à atteindre via les recettes du club. Et via les recettes du club, c'est systématiquement les transferts qui sont forcément les recettes les plus intéressantes ou les plus faciles à avoir. Donc voilà, il n'y a pas de miracle. Ça, c'est quelque chose qui va devoir être fait. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte sur la saison. Donc voilà, c'est sûr que après ce qu'on a vécu cet été, c'était important et ça faisait du bien d'être un peu dans notre bulle, de profiter de chaque instant entre guillemets, tu vois, et que dès que tu as un point, dès que tu as 3 points, tu profites et que tu te dis c'est incroyable ce qu'on fait là sur ce début de saison alors qu'on était mort l'été dernier.
Mais là, je trouve que bah voilà, il y a un moment, va falloir réintégrer aussi le fait qu'on est dans une certaine situation, qu'on a un accord avec l'UEFA, que on a des enjeux financiers et du coup on a des objectifs sportifs à atteindre, et que pour moi c'est quelque chose à intégrer pleinement dans ton analyse sur la saison, pour essayer de comprendre un peu où en est l'OL et bah, s'il faut faire plus, s'il faut faire moins, si on est satisfait ou pas des résultats actuels. Et c'est quelque chose, ouais, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, quoi. Et je trouve que pour le moment, c'est plus trop quelque chose dont on parle. Ça s'est un peu oublié. Et voilà, c'est juste pas la bonne chose à faire pour analyser et même supporter le club, je pense. Bon voilà les gars, ce que je voulais vous dire. Bah écoutez, je suis curieux d'avoir votre avis, de savoir un peu ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à commenter et à me dire un peu ce que vous pensez de tout ça, ce que vous pensez de l'accord avec l'UEFA, ce que vous pensez un peu de la situation de l'OL sur ce début de saison, voilà, qui a quand même fait des bons résultats et qui fait vraiment un bon début de saison. Est-ce que vous pensez que ça peut durer? Est-ce que vous pensez qu'on peut tenir un peu le rythme? Et pour ceux qui regardent les vidéos au coin du foot mais qui sont pas encore abonnés, bah surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça m'aide à grandir, ça m'aide à vous proposer des meilleurs contenus de meilleure qualité. Et donc voilà, on essaie de progresser tranquillement. Là, je suis en train d'essayer de monter un petit setup bureau pour vous proposer des trucs un peu plus intéressants avec peut-être du contenu face caméra qui pourra un peu agrémenter les propos. Et pour le reste, les gars, bah, je vous dis portez-vous bien, très bonne semaine à tous. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo au coin du foot. Allez, ciao!